Le sujet de sortie pour clôturer ce programme, nous parlons bien sûr du conflit en Ukraine, précisément de ce communiqué du ministère de la Défense russe qui a indiqué que la localité de Blagodatne avait été libérée après une offensive d'unités d'assaut de volontaires appuyés par l'aviation et l'artillerie, mais également il faut noter de multiples sorties médiatiques pour dire non à une éventuelle emprise de Barmout, autant pour moi. Alors, concernant justement ce conflit en Ukraine, Monsieur Adrien Bouquet, en quelques mots, nous sommes en train on va faire un dernier tour de table pour ce sujet de sortie au regard du timing qui nous est imparti aujourd'hui. Nous ne ferons pas 2h30 comme à l'accoutumée pour des raisons de programmation. Alors, Monsieur Adrien Bouquet, en quelques mots, quels enjeux géopolitiques après cette sortie du ministère de la Défense russe qui a souligné avoir libéré la localité de Blagodatne? J'y arrive finalement. Bien sûr, euh, moi je pense que c'est une très bonne chose pour la Russie, pour l'image de la Russie. Ça montre encore une fois l'importance de la Russie, leur puissance au niveau de cette situation-là. Encore une fois, c'est des choses qui ne vont encore pas plaire à l'Occident, car de ce fait, la Russie se positionne, encore une fois, on pourrait imaginer comme un avancement. On parle de l'Ukraine, on va parler de l'Ukraine et de la Russie. La Russie qui avance petit à petit, qui vient d'avoir Soledar, qui est en train de continuer les combats au niveau de Bakhmut, euh, pour remonter encore sur la direction de Kiev. Bah là, nous avons un petit peu la même chose, différemment, mais une avancée certaine et surtout comment dire, le savoir de la Russie, la puissance de la Russie. Je pense tout ce qui est très clair. Cette prise peut que, comment dire, faire peur. Enfin, moi, je serais la partie adverse. Je serais plutôt impressionné de cette prise qu'autre chose. Euh, Moi, personnellement, je m'attendais pas à une telle prise aussi rapide. Pourtant, hein, je suis ça de très près. Euh, voilà, hein, je pense tout simplement que ce qui vient de se passer montre à quel point la Russie est là, montre à quel point la Russie est importante et qu'il ne faut surtout pas la négliger. Je pense que par cette prise importante et stratégique, elle nous l'approuve. Monsieur Sylvain de Bocou, quelles implications géopolitiques autour de cette localité de Blogadatne, mais surtout l'intensification des combats qui se fait ressentir du côté de Bakhmut? Oui, merci Madame, une fois de plus. Cette intensification ou bien même la prise de cette partie de l'Ukraine par la Russie démontre combien de fois l'armée russe ou bien l'État russe est aguerri dans ce genre de conflit. Et l'OTAN devra comprendre que il n'est pas cette organisation, donc elle n'est pas l'OTAN, elle n'est pas maîtresse du monde militaire ou bien du monde politique. Et l'Occident, à travers ses prises de Russe dans cette crise-là, devra comprendre que c'est le dialogue seul qui peut résoudre ce problème. Le respect de ce qu'ils avaient promis et ils avaient signé avec la Russie. Parce que la Russie, il faut le dire, la Russie a démontré dans l'histoire de l'humanité que c'est elle qui a libéré l'Europe. Dans leur guerre, ils ont appelé Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. Si les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre réellement, les États-Unis, c'est un État qui est, en tout cas, opportuniste, qui vient vers la fin des guerres pour dire voici, j'ai gagné la guerre. Même la Deuxième Guerre mondiale, on se souvient, Hiroshima et Nagasaki, les États-Unis sont venus au moment où les gens, la Russie était déjà en train de libérer l'Europe, même
En Allemagne, c'est encore la Russie. Vous comprenez? Et donc, les Russes sont aguerris. Ils ont un passé historique de guerriers et ils connaissent le terrain, leur terrain. Les chars occidentaux qui vont là-bas ne connaissent pas le terrain. On a vu les Américains fuir en Afghanistan parce qu'ils ne connaissent pas le terrain. Et c'est la même chose aujourd'hui en Russie. Les Russes sont en train de leur montrer qu'ils sont aguerris, ils ne sont pas pressés, ils ne veulent pas une guerre totale. Ils savent où les Occidentaux veulent les amener à une guerre totale. Ils ne veulent pas de cette guerre totale. Donc, ils sont patients et ils sont en train de gagner cette crise-là pour que l'eau vienne sur la table de discussion. Monsieur Gamal Abina, conflit en Ukraine, Bakhmout entre les mains de la Russie ou alors c'est précoce de le dire, Monsieur Gamal Abina? J'espère que vous m'entendez, c'est bon là, il n'y a pas de problème. Donc, je réponds à votre question. Ça va très bien? Nous vous recevons, Monsieur Gamal Abina. Très bien. Donc, Bakhmout, en l'occurrence, c'est déjà entre les mains de la Russie, il n'y a aucune chance qu'elle revienne en arrière. L'offensive d'hiver a démarré, on l'a bien compris. Je m'attends à ce qu'il y ait une offensive encore plus forte à partir du 24 février pour l'anniversaire du démarrage de la guerre. Mais oui, la ville est tombée, elle ne sera jamais reprise. Je sais qu'il est de coutume de dire en France et en Europe et dans l'Occident en général que les Ukrainiens sont forts, qu'ils vont attaquer les Russes, qu'ils vont prendre des positions. C'est pas ce qui s'est passé. Les Russes sont comme Kharkiv ou Kharkov, comme du point de vue où on est, qui ont abordé pas de positions pour se remplir, pour économiser les autres et pour repartir de donc on peut bien de remplir stratégique pour remplir ses positions. Je pense qu'il va y avoir une très grande contre-offensive à partir du 24 février, j'imagine, avec les températures qui vont monter et les offensives vont être très fortes. Je pense qu'on très fortement va avoir un peu de force en négociation plus favorable, je parle des Russes. Et donc les Ukrainiens qui ont très peu de moyens et qui passent leur temps à mendier des armements à l'Occident, qui leur donne au compte-gouttes, n'oublions jamais que l'Occident les a poussé à plein régime à résister, comme ils disaient, ou à contre-attaquer. À la fin, l'armement ukrainien devient de plus en plus rare, puisque tous les chars ont été liquidés. Ils demandent d'autres chars, ils demandent des avions de combat qu'ils ne pourront malheureusement pas pour eux piloter, puisque ce sont des accidents technologiques que toute l'action MiG soviétique. Donc, les Ukrainiens tentent leur atout, espèrent avoir des soutiens directs, très peu, espèrent avoir les chars, on parle de livraison d'une centaine de chars, mais tout ça ne va pas aller bien loin. La vérité, c'est que l'armée ukrainienne est vivement essoufflée, voire quasiment année pour certains types de territoires. Les fameuses milices dites d'extrême droite qu'on a appelées Azov, du nom de la mer d'Azov, ont été liquidées à l'époque de la bataille qui a eu lieu à Mariupol et dans la région. Donc il ne reste plus grand-chose de l'armée ukrainienne. C'est un pays qui est en bout de course, qui est en bout de souffle, dont l'économie n'existe plus. Elle est littéralement rasée. Il ne reste à part l'agriculture plus grand-chose. Les industries sont à l'est, elles ont été confisquées. Donc je pense que la ville de Bakhmout a été reprise logiquement, puisque de toute façon la force est déséquilibrée, c'est aussi des Russes, que les autres villes qui ont été reprises, qui vont être reprises, que le sud de l'Ukraine est en reprise. Ça fait pas aucune la partie de russe. Je parle de Mariupol évidemment, on va dire de la Crimée, qui est aussi avec un état de fait, à savoir le rattachement à la Russie. Il va être difficile aux forces ukrainiennes de résister à cette action combinée qui va avoir lieu, des attaques au sol, des attaques avec la blitzkrieg et l'Asie avancée. On n'est pas en blitzkrieg évidemment parce que les Ukrainiens font attention de pas, enfin les Russes font attention de pas tuer trop de civils, parce qu'évidemment ils considèrent malgré tout, et c'est ça qui est assez ironique, que la population ukrainienne pour 5% est russe directement, et que les Ukrainiens, même si Maillard ou quelques Polonais, logiquement sont des populations dites slaves. C'est vrai que le sentiment russe, c'est qu'ils jouent à domicile, et que les populations qui sont bombardées, si elles sont bombardées, sont les populations même qui sont leurs frères. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Ils n'ont rien de commun avec le reste de l'Occident, ça reste l'Europe orientale. Et donc je pense que oui, la reprise se fera graduellement, de façon très puissante. On voit bien que les dernières, même Bakhmout ou d'autres villes qui ont été reprises, ont été largement détruites, malheureusement, et que le rouleau compresseur russe, ex-soviétique, ne peut pas être arrêté. J'ai entendu beaucoup de débats, j'ai entendu le président de la Douma qui s'exprimait là-dessus. Il y a une telle certitude de la partie russe que je m'attends difficilement à croire autre chose. Et puis, si on veut avoir des doutes, pour conclure mon propos, rappelons-le du démarrage de la guerre. L'Europe était vent debout, les États-Unis, tout le monde croyait que le monde entier allait sanctionner la Russie. Ça n'est pas arrivé. Le monde entier a abandonné l'Occident. Ensuite, ils ont dit qu'ils allaient faire des mesures de rétention économique. Les Russes ont parfaitement contourné ces mesures et ont même réussi à s'enrichir 4 fois plus que l'année dernière, ce qui était inattendu. Ensuite, ils ont essayé d'étouffer l'économie russe. Ça n'a pas fonctionné puisqu'on ne peut pas éviter ce géant européen, plus grand État quand même européen, État fédéré certes, mais État tout de même. Et puis surtout, ils ont essayé de les attaquer sur un point militaire. Et finalement, ça ne donne pas grand-chose. L'Ukraine n'a pas d'avion, c'est fini, tous ces ont été détruits. Très peu de drones, il n'en reste plus beaucoup. Les fameux drones turcs Baytar ont tous été liquidés. Quasiment plus de chars d'assaut, puisque les colonnes de chars, on les a vues et observées, normal d'images, ont été, comme la 87e armée, complètement brûlées. C'est le terme utilisé par les Russes. Et espèrent encore le miracle
du concours occidental avec des armes miracles. Je dis ça parce que ça rappelle la Seconde Guerre mondiale avec les fameuses armes miracles d'Adolf Hitler, qui n'ont pas fait pencher la balance du bon côté. Donc je pense qu'on va s'orienter vers la même situation. Il n'y aura pas de miracle. Les chars Abraham, Léopard ou encore Leclerc, s'ils sont livrés, n'apporteront pas beaucoup de différence sur le terrain. Ça va juste ralentir l'inéluctable, à savoir l'effet total de monsieur le président Zelensky, qui est un président de pacotille, malheureusement, avec une population qui souffre inutilement. Et j'espère très rapidement que Zelensky arrive à la table de négociation pour qu'on en arrête avec ce bain de sang parfaitement inutile, dans une situation qui est déjà actée. Les frontières définitives de la guerre se feront certainement au niveau du fleuve Dniepr, et tout ce qui est à l'est du fleuve Dniepr sera russe, tout ce qui est à l'ouest peut-être sera ukrainien, mais c'est même pas certain encore une fois. Donc oui, pour répondre à votre question, la ville sera gardée, conservée définitivement, je pense, et ce sera une question de négociation pour savoir ce qui va rester d'Ukraine, tout simplement. La parole avant de remettre la parole à M. Jonathan Batengene, M. Adrien Bouquet voudrait faire une précision. En quelques mots, s'il vous plaît. Nous sommes en train de refermer ce programme. En quelques mots. Monsieur Adrien Bouquet, vous avez la parole. Oui, vous m'entendez? Nous vous recevons, monsieur Adrien Bouquet. Très bien. J'ai oublié de vous préciser que je suis à 22 km exactement de Bakhmout. Effectivement, il l'a très bien dit, mon collègue monsieur Abina. Bakhmout est pris à peu près à 85%. Malgré ce que disent les Occidents et l'Ukraine, hein, que les combats font rage, etc. Les combats ne font pas rage. Bakhmout, ils ont commencé le nettoyage. Je vous dis clairement, je vous avais parlé de ce fameux nettoyage au niveau de Soledar. C'est-à-dire que quand une ville est prise, on passe en phase de nettoyage. Nettoyage, c'est-à-dire on essaye de déloger quelques snipers, on essaye de déminer les mines, etc., bâtiment par bâtiment. C'est ce qu'on appelle un nettoyage. Le nettoyage à Bakhmout a commencé. Quand un nettoyage commence, ça veut dire que la ville a été prise à plus de 80%. Donc, les chaînes occidentales pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis sur place. Je vous dis que ça a été pris à plus de 80%. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, excusez-moi, effectivement, au niveau de Kherson, les troupes se sont retirées, comme a dit M. Abina, au niveau stratégique pour tout simplement ne pas perdre des hommes inutilement avec l'hiver qui arrivait, pour l'aspect technique, pas d'électricité, très peu d'eau, pas de chauffage. Voilà, et je vous passe les détails. Il y a une stratégie qui a été mise depuis le début. La Russie a toujours dit, quand les températures remonteront, Kherson sera récupéré. Mais ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que l'Ukraine pense encore garder Kherson. Moi, je vous affirme que Kherson va être récupéré par une force qui va être épouvantable. C'est-à-dire que là, vous l'avez compris, sur le flanc Soledar-Bakhmout, et ils vont continuer. Et en fait, à force d'avancer sur ce côté-là, par la force des choses, Kherson va être encerclé d'une certaine manière. Mais la Russie n'est pas non plus des criminels, ne sont pas non plus des criminels. Ils laisseront toujours une porte de sortie aux militaires ukrainiens. C'est la différence entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. L'armée russe, excusez-moi, a toujours laissé des portes de sortie pour que l'armée ukrainienne parte. Je vous donne un exemple, Soledar. Soledar, ils ont laissé une porte d'évacuation aux militaires. D'ailleurs, ils l'ont emprunté. Pour vous dire à quel point ils l'ont emprunté rapidement, pendant la prise de Soledar, l'Ukraine, les militaires ukrainiens se sont tellement enfuis rapidement vers cette dernière porte de sortie qu'ils nous ont laissé, ils ont laissé leur propre mort dans la ville, ce qui est complètement hallucinant. Ça, vous voyez, c'est encore une différence. La Russie ne laisserait jamais leurs propres soldats morts, leurs propres dépouilles, elles seraient toujours récupérées. L'armée ukrainienne a laissé des centaines de cadavres sur place. Ils se sont enfuis en laissant les cadavres sur place. Et après, ils vous parlent de patriotisme, tatati, tatata. Excusez-moi, mais le principe de la guerre, déjà de base, c'est de ne laisser aucun cadavre, aucun soldat sur les lieux où on a combattu, même si on perd cet endroit. Ça, c'est la première des choses. Et avec Soledar, vous avez un exemple comme quoi la Russie a bien laissé une ouverture, puisque vous avez entendu que l'armée ukrainienne s'est retirée et s'est enfuie. Donc, s'ils se sont enfuis, ils se sont retirés, c'est qu'il y avait une porte. Vous comprenez? C'est la même chose. Kherson, ça sera la même chose. Mais par contre, si Kherson, si M. Zelensky s'obstine par rapport à Kherson, cette porte de sortie, un jour ou l'autre, sera refermée et malheureusement, il arrivera ce qu'il arrivera. Et comme j'en ai parlé il y a pas si longtemps, je vous ai dit également, et je terminerai sur ça, la ligne rouge,
ça ne sera pas les avions, parce que les avions, ils ne les auront pas. Même s'ils ont les avions, il leur faudra une année minimum pour former les pilotes correctement au combat. Donc ça, c'est encore de la poudre, hein, de pain, comme dirait M. Macron, dans les yeux. Par contre, les missiles à longue portée, ça, c'est la ligne rouge pour la Russie. Je sais de quoi je parle, hein. Je suis avec les militaires russes depuis pratiquement 8 mois. Je vous dis, je parle, je discute avec les militaires. Tous les militaires avec qui je suis du côté russe m'ont dit que la limite, la ligne rouge sera les missiles à haute portée, ce qui signifie des frappes dans la Russie, ce qui signifierait, excusez-moi, que le régime de Kiev serait en capacité de taper Moscou, de taper une ville, etc., etc. Et ça, il en est hors de question pour Moscou. Ils ne laisseront pas faire. Et comme je vous l'ai déjà dit, je termine sur ça, n'oubliez pas les bombes qu'on appelle les bombes de mégatonnes de Russie. Donc là, je ne parle pas des bombes hypersoniques, enfin des missiles hypersoniques et ça. Je parle juste de bombes qui pèsent plusieurs tonnes et qui rasent entre 5 à 15 km². Ces bombes-là ne sont non chimiques. Elles vous rasent juste tout entre 5 et 15 km². D'accord? Et ça, ces bombes-là sont prêtes. Hein. Ce sont les spécialités russes. C'est ce qu'on appelle les bombes mégatonnes russes. Et ces bombes mégatonnes seront utilisées si un seul missile longue portée sera livré en Ukraine. Et là, à partir de là, on aura passé la ligne rouge. Et c'est-à-dire que là, on ne sera plus aux mortiers, aux missiles qui cassent des buildings ou des bâtiments. On parle d'une bombe de mégatonnes qui rase entre 5 et 15 km². Donc on parle d'une bombe qui raserait une petite ville. Donc la ligne rouge, c'est ça, ce sont les missiles longue portée. Si l'Occident ou les Américains passent cette ligne rouge, les Russes enverront des bombes mégatonnes et encore une fois, nous passerons un cap sur cette guerre. Ce que je ne l'espère surtout pas. Monsieur Jonathan Batenguene, Bakhmout, entre les mains de la Russie, c'est assez précoce de le dire. 85% du territoire. Je pense que on parle de possession d'un territoire lorsque vous en avez déjà plus de 60%. Donc, les Russes contrôlent déjà une bonne partie de Bakhmout. Ça a été le cas avec Soledar. Ils sont déjà en train d'attaquer Ugledar. Donc, il y a une progression visible sur le territoire du Donbass. Les Russes ont pris des positions fortes qui vont leur permettre de conquérir les villes comme Slaviansk, comme Kupiansk, tout ça. Donc, les Russes sont en train de progresser. Il n'y a que ceux qui s'abreuvent aux médias mensonges, qui croient que les Russes sont à court d'armement, que les Russes n'ont plus de ressources, que les Russes n'ont plus d'éléments, que les Russes ont perdu même 200 000 hommes. On leur raconte toutes sortes de mensonges pour simplement les préparer à accepter l'idée d'une troisième guerre mondiale. Il faut noter que l'Occident est en plein dans la théorie du crapaud bouilli ou encore de la grenouille cuite. En fait, ça consiste à quoi? Pour tuer une grenouille, il y a deux méthodes. Si vous prenez la première méthode, c'est-à-dire vous prenez une grenouille, vous la lancez directement dans de l'eau chaude, de l'eau bouillante. La grenouille, puisqu'elle saute, elle va très vite prendre appui et ressortir. Donc vous n'aurez même pas le temps de la voir bouillir. Mais une autre technique consiste à mettre la grenouille dans la marmite et dans la marmite d'eau et au fur et à mesure d'augmenter la température de la flamme. Et la marmite va se mettre à bouillir pendant que la grenouille, elle, aura l'impression qu'elle est restée dans la même eau jusqu'à ce qu'elle soit incapable donc, de se mouvoir. C'est ce qui se passe. Les médias mensonges d'Occident sont en train de tuer toute capacité de résistance des populations occidentales, mais également de beaucoup de populations du monde qui s'y abreuvent. Concernant ce conflit, ils sont en train de fragiliser. Les Occidentaux ont déjà franchi toutes les lignes rouges qui s'étaient fixées. Prenons depuis février 2022. Ils disaient, nous, on ne peut pas donner des armes lourdes à l'Ukraine. Ce qu'on va donner, c'est les armes légères. Et puis, c'est les armes soviétiques qu'on leur donnera. Ils ont donné toutes ces affaires. Les Russes ont détruit ces machins. Ils ont dit, bon, on va se limiter à la formation des mobilisés ukrainiens. Ils ont formé les mobilisés, eux-mêmes ont envoyé les forces spéciales. Les Allemands ont perdu des forces spéciales, les Français ont perdu des forces spéciales, les Polonais ont perdu des forces spéciales, les Britanniques ont perdu des forces spéciales, les États-Unis ont perdu des forces spéciales, les Danois, les Suédois se sont battus, la récupération des villes comme Kupiansk, Slaviansk, il y avait des Suédois, des Danois, tout ça.
C'est l'OTAN qui est maintenant en guerre en Ukraine. L'Ukraine, ce n'est plus qu'un label. Les Russes ont détruit tout le matériel. Ils ont dit, bon, maintenant, on va donner à l'Ukraine le matériel qui va lui permettre de se défendre sur le plan aérien. Ils ont envoyé toutes les batteries de défense anti-aérienne. Ils envoient les drones. Ils envoient maintenant, c'est les chars principaux des armées de l'OTAN qui sont là-bas. Regardez bien, toutes les lignes rouges ont été franchies. Maintenant, ils sont en train de discuter de l'hypothèse d'envoyer des chasseurs de l'OTAN. Les hélicoptères de l'OTAN iront là-bas. Après, ça sera les armes de l'OTAN. Les armes principales de l'OTAN, c'est-à-dire des armes offensives. L'OTAN est en train progressivement de nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale. L'OTAN agit déjà en termes de défense comme dans la Troisième Guerre mondiale. L'OTAN est déjà en train de faire la guerre à la Russie. Il n'y a pas à déclarer cette co-belligérance. Elle est déjà de facto actée. L'OTAN est co-belligérant dans le conflit. Donc, ce à quoi on assiste là, les Russes sont en train de défaire la coalition de l'OTAN. C'est inédit dans l'histoire. Depuis la défaite, et j'ai été fier de écouter l'interview de Thierry Guillot, c'est un chef d'état-major de l'armée française, qui disait que les Russes sont habitués à vaincre leurs adversaires avec ces stratégies qu'ils utilisent. C'est bien qu'il ait ses souvenirs, mais j'ai l'impression que lui-même, chef d'état-major, ne mesure pas la portée de ses propos. Les Russes ont vaincu Hitler, qui s'en souvient. Parce que quand il le disait hier dans un média, bon, l'interview a été différée, a été portée en différé. Mais j'imagine que quand il le disait, il ne mesurait pas toute l'importance. Les Russes ont vaincu Hitler. C'est la grande leçon de l'histoire. Les Russes ont été toujours du côté du camp du bien. Les Russes ont vaincu tous les grands adversaires de l'humanité. Aujourd'hui, c'est la coalition de l'OTAN que la Russie est en train de vaincre en Ukraine. Mais l'OTAN n'est pas prêt d'accepter la place qui est la sienne. L'impérialisme dont l'OTAN a été le vecteur pendant longtemps, cet impérialisme est en train de s'effondrer. Et l'OTAN n'est que l'armada militaire, l'organisation militaire de l'impérialisme occidental. La défaite de l'OTAN signifie que l'impérialisme lui-même sera attaqué dans le fond. Donc, les impérialistes qui portent ce projet n'accepteront pas cette défaite de l'OTAN. Ce n'est pas une défaite de l'Ukraine dont il est question, c'est la défaite de l'OTAN. Aujourd'hui, les généraux états-uniens sont tous clairs. Il ne faut pas une défaite militaire de l'Ukraine. En fait, pour traduire en d'autres termes, il ne faut pas une défaite militaire de l'OTAN. Et ce que la Russie est en train de faire ne va que progressivement continuer à nous faire entrer dans la Troisième Guerre mondiale. Je ne suis pas de ceux qui sont optimistes en disant non, les Occidentaux n'attendent pas. Ils connaissent ce qu'on appelle la misère. La France, c'est qu'elle pille toutes ses ressources en Afrique. L'Angleterre est consciente que sa pseudo-prospérité ne tient qu'à l'hégémonie capitalistique des États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes sont conscients que leur système ne tient qu'à la concurrence déloyale qu'ils ont installée dans le monde via le mécanisme de la finance internationale et du marché mondial, voire via l'OMC. Tous ces acteurs sont conscients donc des combines qui font leur pseudo-prospérité. Ils ne peuvent pas accepter les secondes places. Ce qu'ils refusent en Ukraine, c'est simplement d'assurer désormais leur place, leur petite place qui est en train de leur être réservée dans le monde. S'ils ne veulent pas le faire, il faut qu'on leur dise clairement. Si l'Occident n'accepte pas sa place calmement, en toute diplomatie, qu'elle ne se gêne pas, qu'il ne se gêne pas, pardon. Hitler a été prié de débarrasser le plancher par la force. Si l'Occident veut débarrasser le plancher par la force, toutes les nations de la Terre qui sont libres, tous les peuples libres de la Terre aideront la Russie à débarrasser l'OTAN de la Terre. Et c'est ici que nous refermons ce programme, chers téléspectateurs. Merci infiniment pour votre participation, Monsieur Jonathan Batengene. Vous êtes sociopolitiste, Monsieur Gamalabina, internationaliste. Merci d'être venu sur les antennes de la télévision panafricaine. Merci également à Monsieur Sylvain de Bogou, analyste politique. On n'oublie pas Monsieur Adrien Boquet, ancien militaire, aujourd'hui journaliste indépendant de guerre. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. On l'a dit, 2022, de nouvelles directives. On va encore ce soir remercier certains téléspectateurs fidèles de la télévision panafricaine ou alors certains internautes fidèles
Monsieur ou alors Madame Maï Kona, Monsieur Youssouf Sibi, Monsieur Kakou Philippe Kofi, Monsieur Adama Traoré, Monsieur Chanel Meke, Monsieur Paul Ulrich Tepp, Monsieur Adama Touré, Monsieur Faustin Kodjozano, Monsieur Christian Ake, Monsieur Kamara Fof, Monsieur Bernard Dimundou, Monsieur Mamadou So, Monsieur Issa Konaté, Monsieur Alain Abokzo Fouda, Monsieur Déby Sidibé, Monsieur Joshua, Monsieur Aziz Doumbouya, Monsieur Moussa Touré, autant pour moi, Monsieur Blaise Foka, Madame Ngone Betty, j'y arrive finalement, Madame Ngone Betty, Monsieur Mbanou Kao, Monsieur Sedou Keta, Monsieur Torodo Foula, la liste assez longue. À notre prochain rendez-vous du savoir, on aura encore l'occasion de remercier certains téléspectateurs fidèles d'Afrique Média. Merci de faire confiance en Afrique Média. À très vite pour notre rendez-vous du savoir. Au revoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.